Pendant tout l'été entre 13h et 14h, Serge Sauvion vous présente Crime Story et revient sur l'histoire d'enquête policière. L'épisode d'aujourd'hui, c'est Étrange Film. La petite banque semble tranquille. À part les 3 voitures de police garées devant, rien n'indique le hold-up qui vient d'avoir lieu. Pas de violence, pas de casse. C'est vraiment du bon travail. Lorsque j'entre dans la salle, j'ai quand même une bonne surprise. Hélène Duncan se précipite vers moi et me dit « Lieutenant, une caméra automatique a filmé le hold-up. » Vous pouvez me donner une description du voleur? Elle soupire en frottant ses poignets douloureux. Un agent vient de lui ôter la chaîne qu'il attachait au distributeur à café. Il était brun, de taille moyenne, dans un imperméable beige. Oui. Bref, il ressemblait à quelques millions d'Américains. Vous êtes drôle, s'indigne-t-elle. Vous croyez que c'est facile de reconnaître un individu masqué? Masqué? Oui. Il portait un masque d'enfant, un masque de Blanche-Neige. À mon tour de soupirer. Nous n'irons pas bien loin avec ça. Et ce film? Elle me montre une petite ouverture rectangulaire sur le mur du fond. La caméra est là. Je peux la mettre en marche quand je veux grâce à un petit bouton sous mon bureau. Dites-moi, à propos de boutons, pourquoi est-ce que vous n'avez pas déclenché l'alarme? Je tiens à la vie, moi. Cette alarme fait un vacarme d'enfer. Il m'aurait abattu tout de suite. Évidemment. Je peux pas lui en vouloir. Mon métier serait trop facile si tous les gens se comportaient comme des héros. Bon. Je vais aller visionner ce film. Je vois pas très bien ce qu'il pourra nous apprendre puisque le type était masqué. Enfin, on sait jamais. Il y a peut-être un détail qui me mettra sur la piste. Un adjoint me tend la pellicule. Je me dirige vers la porte lorsqu'il me vient une idée. Au fait, est-ce qu'il avait des clés sur lui? En voilà une drôle de question, plaisante-t-elle. Je lui ai pas fait les poches? Non, bien sûr, mais vous auriez pu entendre un cliquetis lorsqu'il marchait. Elle hoche la tête, pensive. Ça ne m'a pas frappé. À vrai dire, j'avais d'autres soucis en tête. Oui, je comprends. Remettez-vous bien, mademoiselle Duncan. J'aurai peut-être d'autres questions à vous poser après avoir vu les images. À votre service, lieutenant. À la première vision, le film ne m'apprend pas grand-chose. Le type masqué est entré dans la banque. Il est 17h50 à la pendule au-dessus de la porte. Il sort un revolver de son imperméable. Hélène Duncan lève les bras en l'air. Il l'attache avec une chaîne au distributeur à café, puis il fonce vers les coffres. Il est 17h58 quand il quitte la banque. Mademoiselle Duncan hurle au secours, et voilà, le film s'arrête. Bonjour, mademoiselle Duncan. Bonjour, lieutenant. Alors, du nouveau? Pas vraiment. La seule conclusion que j'ai tirée de ce film, c'est que je ne mettrai jamais mon argent dans votre banque. Vous savez, soupire-t-elle, il y a des hold-up dans toutes les banques du monde. Ce qui me rend méfiant, c'est que personne n'est entré pendant le hold-up. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de clients. J'en déduis donc que vos affaires marchent mal. Hélène Duncan prend un air indigné. Mais pas du tout. Le vendredi, les gens partent tôt à la campagne. L'après-midi, nous n'avons pratiquement aucun travail. En revanche, les autres jours, il y a souvent la queue. Vous pensez que le voleur était au courant et qu'il est venu exprès pendant cette période creuse? Ça, c'est possible. Mais je ne crois pas que ça vous avance beaucoup. Toute la ville sait que le vendredi, à l'heure de la fermeture, il n'y a personne, vraiment personne. Elle marque une hésitation comme si elle tentait de se rappeler un détail. Vous pensez à quelque chose?
Elle reste un instant bouche bée. Puis, revenant à elle, elle me dit en souriant, « Non, excusez-moi, je pensais à toute autre chose. Un rendez-vous que je craignais d'avoir oublié. » Un rendez-vous galant, sans doute. Bon, je vous laisse. Amusez-vous bien. La nuit est tombée. Je roule tranquillement vers ma maison quand une voiture me double en trombe. Dépasser une voiture de police à plus de 140 à l'heure, c'est vraiment de la folie. Tant pis pour lui. Je mets ma sirène en route et je me lance à sa poursuite. Il continue à foncer pendant près de 2 kilomètres et soudain, il s'arrête. Je me garde derrière lui et je me prépare à sortir, mais tout cela me semble bizarre tout à coup. Pourquoi ce type m'a-t-il doublé à toute allure? Il avait clairement vu « police » écrit à l'arrière de ma voiture. Et pourquoi s'est-il rangé soudain sur le bas-côté? Le coin est désert, idéal pour un guet-apens. J'attrape mon P38 dans la boîte à gants, je marche lentement vers la voiture. Le type au volant ne bouge pas. Il attend sans doute que j'arrive devant lui. Il me prend vraiment pour un imbécile. C'est l'un des premiers trucs que j'ai appris à l'école de police, il y a bien longtemps déjà. Les fous du volant se retournent toujours quand un flic les arrête. Ils ont peur. Ils veulent voir si le policier a l'air d'une brute ou s'il y a moyen de s'arranger. Or, celui-ci ne bouge pas. Lorsque j'arrive à hauteur de son épaule, je m'arrête. Je serre mon P38 dans la main et je fais sauter le cran de sûreté. Brusquement, il ouvre la portière et il se jette sur le sol, revolver au poing. Une fraction de seconde avant lui, je tire. Ma balle le projette en arrière. Il tire à son tour, mais son coup de feu se perd dans les étoiles. Lentement, il retombe en arrière. Je me précipite, mais en voyant son regard fixe, je range mon arme. En voilà un qui ne roulera plus qu'à vitesse réduite. En corbillard. Un quart d'heure plus tard, une sirène se fait entendre. J'ai prévenu le commissariat. Je ne travaille pas depuis longtemps dans cette ville aussi. Le type que j'ai tué m'est inconnu. En revanche, dès qu'il arrive près de moi, le sergent Spencer affiche un large sourire. Mais c'est cette vieille crapule de Tracy. Celui-là, on peut dire que personne ne le regrettera. Il s'appelle Jim Tracy, lieutenant. Un voyou des environs. Je l'ai arrêté il y a près d'1 an pour un hold-up dans la région. Mais à l'époque, j'ai dû le relâcher faute de preuves. Et cette fois, qu'est-ce qu'il avait encore fait? Je l'ai pris en chasse parce qu'il roulait trop vite. Mais en fait, je crois qu'il voulait m'attirer dans un traquenard. Il devait être mêlé au hold-up de Wellsfield. C'est moi qui m'occupe de l'affaire. De plus, la banque m'a remis un film du hold-up grâce à une caméra automatique. Il avait sans doute peur qu'un détail me mette sur la voie. Tout cela semble maintenant sans importance, puisque le voleur est mort. Rarement j'aurais élucidé une affaire aussi vite. Trop vite même, me dis-je en roulant doucement vers ma maison. Il reste trop de détails qui clochent. Spencer me dit que ce type vivait ici. Mais alors, il savait comme tout le monde que la banque était équipée d'une caméra. Pourquoi a-t-il pris le risque de l'attaquer? Et puis, je ne vois vraiment pas de quoi il a pu avoir peur. Tracy était méconnaissable dans le film. J'aurais jamais pu mettre la main sur lui. Alors, pourquoi s'est-il jeté dans la gueule du loup? Il faut que je visionne à nouveau cette bobine. La clé de ce curieux hold-up s'y trouve certainement. Après un petit entracte, vous retrouverez cet étrange film. Ça fait au moins 30 fois que je regarde ces images à la recherche du moindre détail qui aurait pu inquiéter Tracy. Rien. Je ne vois rien. La seule chose qui m'intrigue, c'est le calme qui règne à l'arrière-plan, dans la grande rue de Wellsfield. Vraiment, on a l'impression que la ville entière fait la sieste. Soudain, c'est vraiment bizarre, je remarque que tous les cendriers dans la banque sont vides et propres. Par ailleurs, les piles de formulaires sur les tables sont soigneusement rangées. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi-là? Personne n'est passé à la banque. À moins que... L'après-midi même, je vais interroger mademoiselle Duncan. Elle écoute mes questions et sourit.
Vous vous cassez la tête pour des bêtises, lieutenant. Il suffisait de me le demander. Le vendredi soir, je m'ennuie tellement que je range un peu avant de partir. Vous rangez aussi les voitures, mademoiselle Duncan? On n'en voit pas passer une seule dans le film. Tout à coup, elle s'énerve. Enfin, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous l'avez, votre voleur, non? Je vous ai dit qu'il n'y avait presque personne dans la ville le vendredi soir. Je ne vous crois pas, mademoiselle Duncan. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de hold-up vendredi dernier. Vous avez mis en scène toute cette histoire avec l'aide de la caméra et je suppose que vous avez fait ça un dimanche matin. Ce jour-là, la rue est déserte. De plus, vous étiez sûr que personne ne viendrait déranger votre petit tournage. Aussi, ce dimanche-là, vous avez simulé un vol avec votre ami Tracy. Ensuite, vendredi, il vous a suffi de vous attacher au distributeur à café. Vous avez appelé au secours après avoir pris soin de mettre le film dans la caméra. Et voilà. La police s'est lancée à la recherche d'un voleur alors que l'argent était tout simplement caché dans la banque. Je suppose que vous l'avez emporté tranquillement le lendemain. Bravo, mademoiselle. C'est vraiment un plan magistral. La jeune femme a semblé paniquer un instant, mais elle s'est vite reprise. Elle est vraiment très forte. Maintenant, elle sourit. On dirait même qu'elle me nargue. Vous êtes d'une rare intelligence, lieutenant. Quel dommage vraiment que vous n'ayez pas la moindre preuve. Tout ce beau raisonnement et pas le moindre petit élément pour le confirmer. Oh, c'est vraiment trop bête. C'est vrai que c'est bête. Le soir même, je regarde encore une fois le film jusqu'à en avoir mal aux yeux. Mais il n'y a pas le moindre indice, pas le moindre détail qui puisse indiquer qu'il a été tourné un dimanche. À l'évidence, je n'arriverai pas à coincer mademoiselle Duncan, d'autant qu'elle a donné sa démission de la banque. Elle part demain soir pour une destination inconnue. Le lendemain matin, après avoir encore passé des heures à m'esquinter les yeux sur cette fichue bobine, je sors me promener un peu. Il est midi. Des gamins sortent de l'école et courent autour de moi. Il y en a un qui joue tout seul avec un ballon. Comme je passe à côté de lui, il me le lance. Je le lui renvoie en riant. « T'as l'air embêté, » me dit-il. « Eh oui, bonhomme. Je connais une fille qui a commis un crime, mais je ne sais pas comment l'arrêter. »« T'es détective ?» me demande le gamin les yeux. « Eh, mais tu vois, contrairement à ce qui se passe dans les films, on ne trouve pas toujours la solution. »« C'est parce que tu t'y prends mal, » réplique-t-il. « Ou alors t'as pas de chance. Les détectives dans les films, ils ont toujours un coup de chance dans les 5 dernières minutes. » Nous marchons ensemble. Je l'accompagne vers sa maison. Il me parle de ses cours, de ses récréations, de ses soirées. Soudain, une phrase qu'il me dit m'arrête net sur le chemin. « Ça y est, j'ai trouvé. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» me demande le garçon. « Rien, petit, rien, mais grâce à toi, je vais pouvoir arrêter la criminelle. Tu vois, tu as été ma chance. » J'ai pas le temps de lui expliquer, tandis qu'il me regarde les yeux écarquillés. Je lui fais un petit salut de la main, puis je cours en sens inverse. J'avais peur qu'Hélène Duncan ait changé d'avis et qu'elle soit partie à l'heure du déjeuner. Heureusement, elle est toujours là, derrière la vitre, à sa caisse. Lorsqu'elle me voit, elle me fait un petit signe moqueur de la main. J'entre dans l'agence. Près du comptoir, devant elle, il y a 2 grosses valises. « C'est gentil de venir me dire au revoir, » me dit-elle. « Où partez-vous ?»« Au Mexique, pour commencer. On dit que l'arrière-saison est très belle là-bas. Ensuite, j'ai bien envie de découvrir l'Europe. Voyez-vous, j'ai fait un héritage inattendu. Une vieille tante dans le Michigan. La vie réserve de ses surprises tout de même. »« Et encore, vous n'avez pas tout vu, lui dis-je. Cet après-midi, vous allez encore avoir une surprise. » Elle sourit. Si elle savait ce que je lui prépare, elle serait moins insouciante.
Tout l'après-midi, je reste debout dans l'agence. J'ai bien trop peur qu'elle file. Enfin, vers 5h30, elle range ses papiers, elle ferme sa caisse. Je l'arrête devant la porte de la banque. Chère mademoiselle Duncan, le Mexique attendra. Il attendra même une bonne dizaine d'années. Mais vous êtes fou! Vous êtes fou! Laissez-moi passer ou j'appelle la police. Vous avez vraiment du culot, mademoiselle Duncan. Elle pose ses valises et se mordille les lèvres. Ça y est, elle commence à avoir peur. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je vous donnerai $5000. Qu'y a-t-il, mademoiselle Duncan? Vous avez peur pour l'avion? Bon, il y en a un toutes les heures, vous savez. Non, par pitié, je partagerai avec vous. Trop tard, mademoiselle Duncan. L'heure du verdict a sonné. Je regarde ma montre. 5h53. Dans 2 minutes, la jeune femme sera confondue. J'ai fait une erreur, lui dis-je. Je me suis obstiné à chercher dans le film la preuve qu'il était tourné un dimanche. Et puis aujourd'hui, j'ai compris qu'il valait mieux prendre le problème à l'envers. Je vais donc vous démontrer que le fameux hold-up n'a pas pu avoir lieu un vendredi. Et je vais vous le démontrer maintenant. Il était exactement 5h55. Soudain, des cris percèrent le silence, et bientôt, 2 par 2, des enfants passèrent devant la banque. Ils vont au stade pour le cours de gymnastique. Tous les vendredis que le bon Dieu fait, les enfants de cette école sortent à 6h moins 5 pour aller faire du sport. C'est un de mes jeunes amis qui me l'a raconté. Or, voyez-vous, mademoiselle, pas la moindre trace de ces enfants sur le film du hold-up. Je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Comment ai-je pu faire une telle erreur, s'écrie-t-elle, folle de rage. En plus, je vous ai mis sur la voie. Lorsque vous m'avez demandé s'il y avait personne dans les rues le vendredi, j'ai eu un instant d'hésitation parce que je me souvenais de ces satanés gamins. Mademoiselle Duncan, il y a un autre détail qui m'a intrigué. Rappelez-vous, je vous ai demandé si le voleur avait des clés dans sa poche, s'il faisait un bruit de clés en marchant. Elle me regarde avec perplexité. C'est pourtant simple, mademoiselle. Le voleur avait une chaîne pour vous attacher. S'il en avait eu une autre dans la poche, vous l'auriez entendue. Elle aurait fait un bruit de clé. Donc, il n'avait pris qu'une chaîne, comme s'il savait que vous seriez seul ce jour-là. À un moment, vous avez dû sentir que j'étais sur votre piste. C'est pour ça que vous m'avez jeté tracé dans les pattes. Pour vous, c'était tout bénéfice. Soit il me tuait et vous étiez débarrassé de moi, soit je le tuais et vous pensiez que sa mort me suffirait. Malheureusement pour vous, mademoiselle Duncan, elle ne m'a pas suffi. Après un instant de silence, mademoiselle Duncan me dit en souriant: « Désolé, lieutenant, mais il faudra vous en contenter. Car dans quelques instants, je vous prédis, moi aussi, une surprise. Voyez-vous, lieutenant, je prends toujours plusieurs précautions. » 10 minutes plus tard, l'inspecteur Spencer arrive en trombe. Il est essoufflé et il a bien du mal à parler. « Lieutenant, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai regardé votre film au commissariat, j'ai allumé une cigarette trop près et il s'est mis à flamber. » « Quel dommage !» s'écrie Hélène Duncan, radieuse. « On peut dire que le sergent Spencer me rend un fier service, malgré lui, bien entendu. »« Inutile de pavoiser, mademoiselle Duncan, lui dis-je. Vous n'avez pas pu m'acheter, mais je vois que vous avez eu plus de chance avec le sergent. N'est-ce pas, Spencer? Mais tous vos efforts sont inutiles, mademoiselle. Voyez-vous, moi aussi, je prends toujours plusieurs précautions. Figurez-vous que j'ai fait faire une copie du film. Eh oui, un accident est si vite arrivé. » Je regarde fixement mademoiselle Duncan. Et cette fois, c'est moi qui souris.